Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodigbé, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à votre émission Point 7, l'émission spécialement dédiée à l'analyse des faits marquants de l'actualité cette semaine. Il y en a encore eu. J'ai avec moi dans ce studio mes traditionnels lascars entre griffes, les grands débatteurs sur cette émission. Vincent Fortunaire-Soba, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour Gilles Kitté et un bonjour spécial aux auditeurs de Diaspora FM. Pour le devoir qui m'incombe, je dois préciser que vous êtes le manager de Diarobi.com et le directeur de publication de Nouvelles Mutations. Je suis dans le vrai? Tout à fait, c'est ça exactement. Il n'y a pas encore de remaniement là-bas? Non, pas encore, il n'y a pas de remaniement, il n'en aura pas de sitôt. Il y a de remaniement dans l'air. En tout cas, on en parlera. Julien Kitty, bonjour. Oui, bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM et salut à mon frère de Bantais, le seul qui est de Bantais qui ne mange pas Yampilé. Je vais vous débattre encore avec l'actualité. Vous voulez jouer les mises à jour, c'est ça, avant l'émission? Ben, on ne joue même pas les mises à jour avant l'émission, même pendant l'émission. Vous savez, aujourd'hui, l'actualité, avec le numérique, ça va tellement vite qu'en pleine émission, vous pouvez être en train de discuter d'un thème et la situation peut évoluer. Et je vous donne un seul exemple. Je ne sais pas si c'est au menu de votre émission, mais depuis hier, on a commencé par nous dire que le patron de Wagner, Prigojine, est passé de vie à trépas dans un crash d'avion, mais en 24 heures, nous apprenons encore qu'il y avait un second avion qui était donc qui lui appartenait également, même s'il avait son nom sur la liste des passagers du premier, qu'il pourrait se retrouver dans le second. Donc tout le monde est dans l'expectative. On se demande est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. Et il y a encore un doute à ce niveau. Il y a encore un doute à ce niveau. Et donc, si par exemple, vous aviez choisi ce sujet, on devrait en parler. On en parle en s'imaginant que il est mort. Et si, pendant qu'on est en train de faire l'émission, on dit, il n'est pas mort, il fait une vidéo, un direct. Bon, ça doit changer. Donc, ça dit que désormais... Jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pas fait encore de vidéo pour démentir. Non, il n'a pas encore fait de vidéo, mais vous savez, ça peut ne pas être son calendrier que de le faire en 24 heures. Mais annoncer mort alors qu'il est en vie? Ça étonnerait qu'il ne le fasse pas. C'est beaucoup plus même avec les Russes que cette méthode-là est très pratiquée. C'est comme alors qu'il est envoyé en Ukraine pour lutter aux côtés de l'armée russe, il décide subitement de critiquer le Kremlin et il décide avec ses troupes de marcher sur Moscou. Sur la capitale. Sur la capitale, et on pense donc à un clash entre Poutine et lui. Alors, après, les Américains, les Français, les Ukrainiens se réjouissent rapidement. Prigojine devient l'ange qu'il faut célébrer. Et puis, subitement, il y a encore un accord, et ces troupes retournent sur l'Ukraine, et on voit un tête-à-tête entre Poutine et lui. Et ça, c'est une méthode qu'ils utilisent parce que ça permet de démasquer ceux qui sont avec vous et qui sont contre vous. Et la preuve, il y a des hauts gradés de l'armée russe qui avaient déjà commencé par prendre des attitudes visant à soutenir Wagner contre Poutine. Et ceux-là ont été pris en même temps. Bon, maintenant, néanmoins, le fait qu'il ait joué à ça, il paraît que Poutine aussi travaillait dans l'ombre à finir avec lui. À le fragiliser. À le fragiliser. Bon, quelques jours... Est-ce que ça, là, c'est fragilisé voilà. à finir avec lui, définitivement. Voilà. Donc, puisque là, si il arrivait effectivement que Prigojine est dans l'avion écrasé hier, c'est que... C'est une bonne affaire pour Poutine. Bien sûr, puisque pendant qu'on annonçait le crash de cet appareil, Poutine serait à une manifestation quelque part, mais il n'en a pas fait cas. Si ça l'avait vraiment touché, point
un collaborateur aussi proche, un partenaire aussi proche, je crois que au cours de la manifestation, il aurait pu déjà manifester son sentiment de tristesse. Mais malheureusement, jusque-là, Poutine est resté muet et on ne sait pas si vraiment Prigojine, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que Prigojine était vraiment dans l'appareil écrasé? Est-ce qu'il ne l'est pas? On ne sait pas. On ne sait pas encore. La preuve, c'est que les informations sur les chaînes les plus crédibles et puis sur même les services de renseignement, les services du système aéronautique russe disent que, en fait, il y a 9 personnes, la liste de 9 personnes, comme passagers sur l'avion qui s'est écrasé, mais on a retrouvé 8 corps. On n'a pas retrouvé son corps à lui. Non, on a retrouvé 8 corps. On n'a pas encore identifié les corps, donc on ne sait pas s'il est dedans. Mais le fait que ce soit 8 corps identifiés, 8 corps qui soient découverts, on se demande si il n'a pas mis son nom sur la liste des passagers dans le premier avion et que le second, il s'est mis dedans parce que lui aussi, il n'est pas né de la dernière pluie. Il sait que à tout moment, on peut finir avec lui. Et l'autre facteur, c'est que les 2 avions, les 2 jets privés là, appartiennent à son groupe. Et donc, tout est possible. Tout est possible. Là, maintenant, tu vois les commentaires, la réaction de Poutine, la réaction d'un certain nombre de grands du monde devrait, si Prigojine était encore en vie, il devrait pouvoir être en train d'observer, bon voilà, qui est avec lui, qui n'est pas avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire. Et tout récemment, son apparition dans un espace qui ressemble à un désert, il dit qu'il est en Afrique et qu'il va nettoyer l'Afrique. Il y a un peu comme une guerre intestine qui se mène entre Poutine et lui, parce que s'il le fait au nom de la Russie, lui aussi a envie de garder quand même son identité. Et Wagner, à titre personnel, exploite déjà des intérêts économiques dans certains pays comme la Centrafrique, par exemple, et ne veut pas rendre compte de tout au gouvernement russe, alors que Poutine a bien envie d'utiliser Wagner pour aller faire la guerre, mais au même moment garder la manette pour que Wagner ne devienne pas un os dans sa gorge. Mais pour nous, sur cette émission qui savons aller au-delà des choses, au fond des choses, est-ce que Poutine et Wagner se sont formellement assis pour se voir confier un peu cette mission d'aller, faire l'expansion de la Russie en Afrique? Oui, mais certainement que Poutine n'a pas voulu discuter de ça avec lui d'égal à égal, parce que la vraie question c'est encore le président béninois Patrice Talon qui, dans une interview à LCI, la chaîne voilà, de l'information. Voilà, à LCI a dit, quand on lui a posé la question sur le phénomène Wagner, il dit bon, alors que dans nos pays, par exemple, une société privée aux activités militaires, c'est risqué parce que l'armée est républicaine et si l'armée ne peut pas contrôler ces groupes-là, c'est dangereux. Mais au même moment, si les interventions de ce groupe-là en Afrique, c'est pour aider des gouvernements à lutter contre les groupes terroristes, bon, ok, si ça peut être contrôlé. Mais c'est à l'État russe de décider de le faire ou pas. Et l'État russe s'en est accommodé. Poutine a certainement envie de l'utiliser, mais non pas comme un partenaire de son rang. Parce que Wagner n'est pas un État. Wagner est un prestataire de services militaires. Et c'est très clairement dans l'agenda du Kremlin de progressivement annexer, intégrer les éléments de Wagner à l'armée russe. Mais tant que Wagner peut être efficace dans ses méthodes sur le terrain de guerre, ça arrange Poutine. Et vous savez, la particularité de Wagner, c'est que les éléments de Wagner qui sont recrutés pour faire le sacrifice suprême. C'est-à-dire que... Allez, jusqu'à la mort. Oui. Sur des champs où ils n'ont pas beaucoup de succès, c'est des chairs à canon. Et ça on demande de compte à personne. Et c'est pourquoi, lorsqu'on envoie Wagner aussi dans certaines zones, Wagner massacre et militaires et civils, tout le monde. Et là, le gouvernement russe peut se cacher derrière ça pour dire c'est pas nous. Bon, ce sont nos prestataires qu'on a demandé, à qui on a demandé d'aller sur le terrain qui sont allés faire ça. Donc, Poutine, je ne crois pas
ne peut pas s'être assis avec Wagner pour dire nous allons nettoyer l'Afrique, et quelle sera ta part, quel sera ton niveau. Non, Poutine lui demande, j'ai pris un contrat pour aider un gouvernement à lutter contre les terroristes, à résister à des puissances manipulatrices. Eh bien, je t'envoie là-bas, tu envoies tes hommes lutter. Mais c'est que Prigozhin, lui, quand il va sur le terrain, il commence pas à parler. Ça, il y a la dimension politique qui commence par rentrer dedans. Il n'est pas que... Il met son leader en jeu. Voilà. Et du coup, certains analystes, certains stratèges en géopolitique commencent par lui prévoir même un destin de politique. Donc, c'est vite fait. Et ça n'arrange pas Poutine. Il fait la démarcation. Alors, Vincent Fortuné Achogba, pourquoi Prigozhin a-t-il besoin de jouer à ce jeu flou? Il est mort, il n'est pas mort, il fait croire qu'il est mort, ainsi de suite. Et que tu seras pour quel intérêt? Quelle prébande peut-il en tirer? Non, c'est normal. Vous savez, depuis la mutinerie avortée, lui-même, Prigozhin, doit savoir, et il le sait d'ailleurs, que à tout moment, tout peut lui arriver, venant du Kremlin. Parce que c'est un partenaire qu'il connaît bien. Il connaît bien Poutine. Parce que il a fait des années avec lui. Des décennies avec ce dernier. Et il sait comment il réagit face à une situation du genre. Et comme certains analystes l'ont dit, Poutine, ce qu'il ne pardonne pas, c'est la trahison. C'est la trahison. Et je crois bien que Prigozhin le sait bien que ce qu'il a fait, il aurait pu l'achever pour mériter ce qui va lui arriver. Mais le simple fait d'avoir avorté, d'avoir fait demi-tour de sa marche sur Kremlin, je crois que lui-même, il savait que ses jours sont comptés par tous les moyens. Quoi qu'en soit, ce qu'ils ont décidé de leur entretien, c'est que tout peut lui arriver à tout moment et je crois que il n'est pas né de la dernière pluie. Et en faisant croire à sa fausse mort, il espère reprendre la main chez Poutine ou bien quoi? Non, est-ce que c'est lui qui annonce sa fausse mort maintenant? C'est que la situation actuelle, on ne sait pas. Les 8 corps retrouvés là, on n'a pas encore fait les tests d'ADN pour identifier les corps qui sont là. Mais l'aviation civile... Une liste de 9 personnes et on retrouve 8 personnes. Voilà, l'aviation civile continue de dire que Poutine est dedans. Prigozhin est dedans. Et j'ai même appris qu'on aurait retrouvé les téléphones sur les lieux, on aurait retrouvé les téléphones de Prigozhin. Tout ça là reste à confirmer. Jusque là, on attend que dans la journée peut-être, Kremlin finisse les tests ADN pour nous dire concrètement tous ceux qui sont dedans. Mais jusque-là, l'aviation annonce que il y a Prigozhin et le numéro 2. Voilà, le numéro 2. Donc, ce n'est qu'à l'étape des rumeurs de supputation. Ce n'est pas encore totalement confirmé jusque-là. Je suis sûr que quelque chose s'est passé. Parce qu'on a vu au moins l'avion écrasé, a consumé, il y a des morts. Et c'est de l'équipe de Wagner. Donc, il y a toujours ce risque-là qui est là. Ben voilà, ce sujet en entrée en matière dans cette émission, c'est que le dessert. Nous allons maintenant vers le plat de résistance. Et le plat de résistance est un peu proche de nous. C'est notre voisin du Nord. On va parler du Niger, les derniers développements. Et parlant de derniers développements, on a le Conseil de paix et de sécurité qui s'est prononcé contre évidemment l'intervention militaire préconisée par la CEDEAO, mais ne désavoue pas évidemment l'institution qu'est la CEDEAO. Quel commentaire vous inspire cette décision du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU? Merci, tout à fait. Ça n'entre que dans la ligne droite. Le Conseil de paix et sécurité de l'ONU n'a fait qu'emboîter les pas aux premiers intervenants qui ont préconisé le dialogue à l'option militaire. Au Bénin, la conférence épiscopale a fait une
déclaration qui demande au chef d'État de la CEDEAO de privilégier le dialogue à l'option militaire. La communauté musulmane a fait de la même chose. Au Nigeria, c'est le même son de cloche. Au Togo, au Ghana, je crois que la société civile de ces pays-là ne préconise pas l'option militaire parce que c'est une option à plusieurs inconnus. Aujourd'hui, préconiser l'option militaire, les dégâts seront énormes et ça risque même d'emporter celui qu'on veut défendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, Bazoum est aux mains des militaires et vous voulez attaquer ces militaires. Ils ne savent pas ce qui va se passer. La première des choses à faire, c'est d'éliminer ces derniers d'abord. Donc la vie de Bazoum est en jeu actuellement. La vie de Bazoum est menacée avec cette option militaire. Et alors qu'ils veulent le rétablir. Donc il faut qu'il soit vivant pour être rétabli. On dit, on veut le rétablir. Maintenant, si on élimine, est-ce qu'on pourra le rétablir? Point d'interrogation. Et l'autre chose, là où il y a un bémol qui s'impose à nous avec le dialogue, la CEDEAO a en face des militaires sourds. Ils jouent à la sourde oreille. Les gens qui refusent de dialoguer. Parce que vous allez constater que malgré les menaces de la CEDEAO, la junte a son agenda qu'elle déroule allègrement. Nomination d'un premier ministre, nomination d'un gouvernement, annonce d'une transition de 3 ans. Vous imaginez. Accréditation aux États-Unis d'un ambassadeur. Avec tout ça, vous comprenez que la négociation ne pourra plus jamais aboutir, en tout cas, à l'analyse, ne pourra plus aboutir à un rétablissement quelconque de Bazoum. Et j'allais oublier, Bazoum, ils ont annoncé l'intention de le traduire devant la justice. Vous voyez, la junte a son agenda. Au même moment, ils traînent les pas. Les délégations de la CEDEAO sont mal reçues ou bien ne sont pas reçues. Quand il y a eu une qui a été reçue, je crois, au cours de la semaine écoulée, où finalement ils ont pu discuter, même s'ils n'ont pas pu parvenir à un accord formel. Mais vous voyez, bon, c'est vrai que c'est trop tôt de parvenir à un accord pour une première rencontre, c'est ça véritablement une prise de contact. Mais vous avez mis ensemble tous ces éléments, vous dites que il y a quelque chose qui va se passer quand même qui n'arrangera pas ni la CEDEAO ni le peuple nigérien. Parce que nous sommes en face des gens qui se disent nous avons quelque chose à faire valoir. Et c'est là que vous allez, il faut donner raison au chef d'État de la CEDEAO qui parle d'otages. Maintenant, ils ont quelqu'un en main et vous dites on veut vous attaquer. Ils vont attaquer. Et celui qu'ils ont en main, ils vont lui faire quoi? Vous pensez qu'ils vont relâcher la personne pour le laisser fuir? C'est pas évident. Attaque-moi, je l'attaque. C'est ça ce qui va se passer. Et aujourd'hui, il vaut mieux faire tout, jouer le tout pour le tout et amener la junte à la table de négociation, de dialoguer. Parce que si la CEDEAO échoue, c'en est fini pour l'institution. Elle joue sa crédibilité. C'est tout sur ce dossier. Sérieusement. Cette fois-ci-là, si jamais la CEDEAO échoue à obtenir ce qu'elle a annoncé sur plusieurs jours, si elle n'arrive pas à l'obtenir avec fermeté, c'est que l'institution s'est donné les moyens de son assassinat. Oh là là.
On ne va pas en arriver là. Julien Kiti, vous êtes d'avis avec Vincent Fortuné Asogba qui pense que la CEDEAO joue gros sa crédibilité sur le théâtre nigérien? Non, cette lecture ne manque pas de pertinence, mais c'est juste, ça n'a d'intérêt qu'au plan théorique. Par ailleurs, c'est une analyse extrêmement vicieuse et dangereuse parce que pour la psychologie des chefs d'État qui tiennent la CEDEAO aujourd'hui et qui tiennent donc les grands rôles, c'est pas bon non plus de leur dire ça. Parce que au même moment que nous leur demandons d'éviter à tout prix l'option d'intervention militaire qui verra des Africains en train de tirer sur d'autres Africains, des peuples frères. Ce serait vraiment d'une vilainie incomparable. Voilà, des peuples, des citoyens lambda qui vont souffrir, déjà qui souffrent de la faim, de l'arrêt de leurs activités économiques. Vous avez vu, et ce ne serait pas seulement des Nigériens qui vont être tués, déjà que c'est pas bon de les tuer, eux. Vous avez la forte colonie du Sénégal qui a marché dans les rues. Vous avez beaucoup de Béninois là-bas. Vous avez des autres ressortissants qui sont là-bas. Ensuite, et ça, là, il a raison de dire que si on bombarde le palais présidentiel là-bas, qui est dans une base militaire, Bazoum qui se trouve au sous-sol, aux mains des putschistes, comment on peut réussir à l'exfiltrer, lui, vivant, parce que l'objectif, c'est de le réinstaller. Donc, il faut tuer les autres parce qu'il faut utiliser les mots qu'il faut, parce qu'on ne va pas bombarder là pour que les gens, les balles caressent leur peau et puis qu'ils se retrouvent avec quelques égratignures. Mais au même moment, si nous n'aidons pas la CEDEAO, si nous voulons qu'elle évite l'intervention militaire alors que la junte militaire au Niger ne veut écouter personne et déroule sa bande comme il le dit, si nous voulons qu'il y ait négociation, il faut au même moment souhaiter que la junte militaire comprenne que un coup d'État, c'est pas un moyen légal pour prendre le pouvoir. Mais s'il y a des raisons valables pour dire nous étions fâchés, même si ce n'était pas la bonne manière donc d'aller au coup d'État, il faut qu'il fasse profil bas aussi pour discuter avec les responsables de la CEDEAO. Maintenant, si nous disons à la CEDEAO, si ce que vous avez annoncé, vous n'obtenez pas ça, vous êtes mort. CEDEAO, là, c'est fini. Votre confiance, votre crédibilité est finie, c'est terminé. Alors, cela revient à leur dire, c'est Tchoko, vous devez intervenir militairement. Donc, parce que les chefs d'État, nous les prenons peut-être comme des gens qui peuvent comprendre plus facilement les choses que vous et moi. Non, pas du tout. Alors qu'il y a des paramètres qui leur incombent et qu'ils doivent prendre en compte. Un chef d'État, quand j'ai vu par exemple tous ceux qui font le procès au président béninois, d'engager le Bénin dans un truc qui peut nous créer des problèmes. Non, vous voyez, ça oblige à fermer la frontière. Ça, il va engager des soldats béninois au front pour aller faire la guerre. Non, au premier degré, ce raisonnement-là, au-delà des émotions, le raisonnement n'est pas cartésien, il ne tient pas. L'armée d'un pays, les militaires, là, ils sont formés tous les jours pour que si la décision d'envoyer des troupes, ils n'osent même pas dire, je ne peux pas y aller. Maintenant, je suis d'accord que avant qu'on engage l'armée d'un pays dans une intervention militaire sur notre sol, il faut des concertations. Il faut autant que faire se peut éviter de prendre les décisions à la va-vite. Mais vous pensez que c'est Patrice Talon, institut personnel, qui prend ces décisions? Non, ce n'est pas sa personne. Là où il est là, il est l'institution président de la République. Et tant que le Bénin est parti aux accords constituant ou donnant les pouvoirs à la CEDEAO, eh bien, le Bénin ne peut pas se dérober de l'action à faire. Donc, les décisions de la CEDEAO sont les décisions de la CEDEAO et les chefs d'État et les pays membres de la CEDEAO, en tout cas régulièrement encore, sont obligés d'adhérer à ces décisions de la CEDEAO, quitte à faire de l'intérieur le plaidoyer pour que les méthodes qui vont causer trop de préjudice aux populations ne soient pas prises. Mais ils sont des êtres humains aussi. Qu'aujourd'hui, qu'on dise à Patrice Talon, à Tinubu, à Ouattara, à Macky Sall, et qui encore, c'est les plus en vue qu'on est en train de voir, qu'on leur dise,
si vous frappez, si vous n'arrivez pas à frapper, puisque ce qu'ils ont décidé là, c'est que si la junte militaire ne quitte pas la cour réinstalle Bazoum, on sera obligé de le faire par la force. Donc il dit ce que vous avez prévu faire là, si vous ne faites pas ça, c'est que c'est Diao, c'est bif, c'est fini. Vous-même là, vous ne valez plus rien. Alors à qui on peut dire ça et la personne va accepter de ne plus faire, alors qu'au moment nous ne voulons pas qu'il fasse. D'accord. Donc il faut souhaiter que le général Tchani et puis ses gars, puis déjà ils ont quand même pas discuté avec les chefs religieux, ils ont pu discuter avec l'ancien président nigérian Abdul Salam Aboubakar, c'est dire bien qu'ils acceptent de discuter avec toutes les missions de la CEDEAO et que ils puissent trouver un terrain d'entente. Il est déjà arrivé dans des pays où il y a eu coup d'État et après, les putschistes ont négocié, être amnistiés, qu'on ne les condamne pas pour ceci ou cela. Mais bon, on sait comment ça se passe dans l'armée. Ils savent aussi que, même aussi, c'est comme on dit aux putschistes aujourd'hui. Si jamais vous lâchez, si jamais vous redonnez le pouvoir, vous êtes morts. Donc eux-mêmes, ils ont pris un étau. Finalement, ils en auraient fini. C'est un peu comme ce que nous faisons avec les artistes ou les équipes de football, nous les fans. C'est-à-dire, parfois, les joueurs ne sont pas si opposés que ça, les artistes ne sont pas si opposés que ça, mais nous, là, on dit non, on doit battre les autres, là, ils sont n'importe quoi. S'ils ne font pas ça, ils sont pas garçons. Non, je pense qu'il faut aussi trouver un moyen d'amadouer un peu les chefs d'État de la CEDEAO aussi, mon cher ami Assogba, pour leur dire, je comprends que c'est une question de responsabilité, d'image pour vous. Mais voyez que le peuple s'est déjà mis autour de cette junte. Si c'était seulement la junte là, vous voyez, la junte militaire qui a opéré était à part. L'armée régulière était à part. Mais ils ont réussi à convaincre l'armée à les rejoindre. Et après, aujourd'hui, maintenant, des jeunes Nigériens se font recruter en masse au stade de Séné-Kouché pour dire, nous sommes prêts à aller au front, comme ça s'est passé au Burkina Faso. Donc il faut jouer sur les deux cartes. Et c'est ce qu'il faut dire à mon ami Assogba. Il entend bien. Vincent Forturin Assogba. Oui, allez-y. Vous savez, ce n'est pas que l'on pousse les chefs d'État à aller forcément à l'option militaire. En tout cas, on ne peut pas faire une analyse aujourd'hui et ne pas voir que la CEDEAO s'est mise en difficulté. Elle est déjà mal vue par les peuples. Parce que on a souvent dit que c'est la CEDEAO est devenue le syndicat des chefs d'État. De la sous-région. Qu'ils soient bien élus ou mal élus. Mais, et aujourd'hui, vous avez décidé d'aller à la fermeté face à une situation donnée. Si vous échouez, pour vous donner de crédibilité, si vous échouez dans cette option-là, c'est que c'est fini. Ce n'est pas qu'on est en train de leur jeter la pierre. Malheureusement, c'est ça, justement. Parce qu'ils sont en face des gens... Dans la fermeté, on ne peut pas s'empêcher quand même d'être humain. Non, on est tout à fait. Moi, je l'avais déjà dit plus tôt. Même si ce n'est pas ici. J'ai dit, aujourd'hui, la junte est tellement organisée qu'elle est en train de recruter des civils pour faire des chairs à canon. Donc, si la CEDEAO met son option militaire en acte ça, je crois que c'est les civils qui vont faire d'abord les frais. Imaginez, on veut vous attaquer, vous ne connaissez même pas le jour, la date, ni l'heure. Et c'est en ce moment vous dites, vous faites recrutement. Vous recrutez là, vous allez les recruter, les donner quelle formation, pour combien de temps, et ne pas... c'est de faire valoir. On va prendre des gens qu'on va mettre devant et qu'on va bousiller inutilement. C'est ça justement, parce que le recrutement qui est fait aujourd'hui là, servira à quoi face à la situation actuelle où on veut rétablir des forces, un président démocratiquement élu. C'est ça la question. Si les militaires au pouvoir actuellement au Niger jouent avec le peuple également, c'est qu'on va prendre ces jeunes désœuvrés, parce que je suis conscient d'une chose, tous ceux qui ont un boulot bien payant là n'iront pas
au stade pour aller se faire recruter pour dire qu'ils sont en train de vouloir défendre la patrie. Je ne crois pas. Vous prenez 90%, pour ne pas dire 100% de ces jeunes qui sont en train de se faire recruter. C'est les gens qui sont sortis des universités, des gens de scolarité, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'emploi et qui cherchent où se recaser. Il y a des gens qui, empreints évidemment du désir de défendre leur patrie, ils peuvent tout laisser et aller. Ce cas de figure n'est pas à exclure. Non, ce n'est pas à exclure. J'ai dit, quand vous prenez la plupart de ces jeunes qui se font recruter aujourd'hui. Quand vous parlez de 100%. Oui, allez voir. Moi, je continue de le dire. Ceux qui sont vraiment, qui ont un emploi bien payé, ils seront très peu nombreux dedans. Si vous voulez, qu'on essaye de voir. On peut faire cette enquête de loin et vous verrez. Comment pensez-vous faire cette enquête? Non, on peut le faire. On peut faire cette enquête et voir ce que ça donne réellement. Mais moi, je suis convaincu. Le degré de militantisme dans nos pays pour la patrie. Arrêtez, quel militantisme. Donc, vous, là, si demain, là, on vous dit, bon, allez défendre, c'est un pays. Une mission républicaine. Oui, vous êtes prêts. Bon, si c'est ça, il faut qu'on demande au président. Il faut défendre le Bénin. Il faut défendre les limites du Bénin. Oui, il faut demander au président Patrice Talon parce que vous êtes si patriote pour que vous soyez recrutés et que vous soyez parmi les militaires qu'on va envoyer au front. Vous n'allez pas être un apatride. C'est pour défendre la stabilité du Bénin que cette décision a été prise. Donc, vous devriez faire partie des militaires qui iront au front. Et vous aussi? Allez-y. Non, moi, je ne suis pas dedans. Non, moi, je suis désolé. Pourquoi vous êtes désolé? Vous êtes béninois. Moi. Et chaque portion du territoire béninois se retrouve en vous. Voilà, c'est ça que je défends ici. La portion qui me revient. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule façon de défendre la patrie. Non, je suis désolé. Mais vous pouvez aller au fond. Mais moi, c'est de ces studios que je suis prêt pour défendre l'intégrité du Bénin. D'accord. Merci. Les Béninois l'ont su, puisqu'ils l'ont entendu. Il était annoncé dans ce débat, il était attendu. Il est finalement venu. Ishola Djigui, bonjour. Bonjour, Peggy Ludovic Dagba. Coucou spécial à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent présentement. On n'a pas pu vous attendre puisque les autres étaient là et on a démarré. Vous prenez le train en marche. Le cas nigérien est en train de polariser notre attention sur cette émission et vous avez suivi les derniers développements et vous avez suivi le pan que Vincent Fortuné Assogba défendait bec et ongle. Est-ce que si vous étiez donné, vous, d'être appelé au drapeau pour aller défendre le Bénin, que feriez-vous? Bon, je crois bien que à la lecture, à la lumière de la grille de lecture que je fais de la situation actuelle, je pense bien que je ne suis pas mieux placé pour aller au front. Quand bien vous n'êtes pas formé. Je ne suis pas non seulement formé, mais je ne suis pas qualifié pour y aller. Et donc ceux qui sont là. Pourquoi vous n'êtes pas qualifié? Ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à accomplir de tels genres de missions sont là. On peut pas laisser ceux-là qui sont mieux outillés, mieux qualifiés que moi, et venir me chercher, moi, un kidam, pour aller au front. Aller faire quoi? Servir de chien à canon, a priori. Et donc, je suis pas. Vous n'êtes pas preneur? Non, pas du tout. Mais dans ces pays-là, on ne demande pas votre avis, hein. Oui, c'est vrai, vous êtes enrôlé de force. Oui, c'est vrai, mais à leur place, attention, moi, j'allais tout simplement fuir du pays et aller me chercher ailleurs. Si c'est. Peggy, je voudrais t'apporter cette précision que dans les pays où on recrute comme ça, où on appelle les gens au drapeau, souvent, il y a des corps de métier qui sont épargnés. Et en ligne, en première ligne, la presse. C'est pourquoi je dis, c'est de ces studios que nous, en tout cas, c'est pas Gilles Léon qui va me le démentir, nous allons défendre le territoire béninois. Et non, au front, vous pouvez aller payer. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci de vous retenir et de m'envoyer, moi. Je vais quitter sur la question. Comme Laurent Gbagbo, je vais dire, Voilà.
pour peu qu'il est nécessaire d'aller au front maintenant, on sort des dispositions qui disent que quand on veut recruter les gens, amener les gens, on n'est pas la presse. Alors que la presse la presse est toujours au front. La presse s'empresse d'annoncer. Et moi, j'ai compris quelque chose. D'ailleurs, même dans les chaînes les médias les plus grands du monde aujourd'hui, quand moi je suis les reportages qui se font depuis l'Ukraine, les reportages qui se font dans les zones où il y a du djihadisme à un degré exponentiel, quand je vois les confrères pour décrire ce qui se passe sur le terrain, sont dans les bureaux, il y a des livres derrière, et pour dire qu'ils ont pu joindre telle personne, j'ai compris qu'il y a de moins en moins de reporters de guerre. J'ai vu encore des reporters de guerre au moment où il y avait la guerre en Libye. Où j'ai vu des reporters aller jusque dans le palais, des cadreurs qui allaient comme ça, c'était du direct d'ailleurs, et j'aurai le temps de me rappeler le nom de ce reporter que France 24 avait sollicité spécialement et qui travaille pour beaucoup de médias, qui était allé là-bas avant le dernier assaut sur le palais de Kadhafi et qui était avec le chef le commandant du bataillon qui devrait aller à l'assaut, qui écoutait de la musique hip-hop. Et le reporter qui était entre les jambes de ce géant soldat et qui faisait le direct et dit bon voilà, après l'interroge pour dire qu'est-ce qui va se passer, et le monsieur qui lui dit ben lui il écoute la bonne musique pour le moment, il prend son whisky et il se dit que l'assaut là il va le faire, mais d'ici quelques minutes il peut, tout comme ça il va réussir l'assaut, mais il peut ne pas revenir lui-même comme il peut revenir. La preuve c'est que quelques minutes après, quelques heures après, quand ils ont fait l'assaut, le reporter est revenu nous montrer le cadavre du commandant. Mais l'assaut a été réussi puisqu'on a pu contraindre Kadhafi à quitter le palais, quitte à le retrouver après caché dans des caniveaux pour l'anéantir. Donc bref, bon, que des journalistes n'aient que pour toute arme leur gueule et leur plume, leur micro. Bon, c'est aussi une arme, c'est le métier qu'ils ont choisi. Mais il peut arriver, c'est la nuance que je voulais apporter très sérieusement, quand c'est l'État qui veut participer à des missions comme ça, d'intervention militaire, c'est même pas toute l'armée béninoise qui est sollicitée. C'est des missions ponctuelles en principe. Donc il y a des unités spécialisées, des gens sont formés qu'on envoie là-bas. Maintenant, si c'est notre pays qui est attaqué par exemple et qui est dans une guerre où toute l'armée est en permanence dans la guerre, tous les citoyens du pays sont appelés d'une manière ou d'une autre à aider. Et avant d'arriver aux citoyens comme nous là, qui n'avons pas fait de formation militaire, on cherche d'abord tous ceux qui sont partis à la retraite, qui sont des militaires qui sont partis à la retraite, parce que même quand vous allez à la retraite, vous continuez d'être sous le drapeau. On peut vous solliciter à tout moment. Alors, on va chercher dans les listes, on voit ceux qui ont été formés militaires, mais qui n'ont pas pu continuer, qui sont là. Ou des gens qui ont fait le service militaire, mais qui sont des civils aujourd'hui. Donc, avant qu'on ne vienne trouver, vous et nous, là, qui venons chaque semaine, bon, avant de trouver Fortuné Assogba, la guerre serait déjà terminée. Et c'était tant mieux. Maintenant, que vous êtes empressé, Peggy Ludovic Dagba, de dire que, bon, que chaque portion du territoire se trouve en vous, et tout comme ça, l'armée béninoise ne cracherait pas sur cette opportunité d'avoir un célèbre soldat, Peggy Ludovic Dagba, au front, pour aller. Mais je souhaite, sans oublier un certain Julien qui mon plus grand souhait pour vous, c'est que vous soyez dans la première ligne, quoi. Les premiers soldats qui vont faire face à l'armée. Parce que je viens de voir tout à l'heure, pendant qu'on faisait l'émission, j'ai vu une image où il y a les avions de chasse de l'armée malienne, de l'armée burkinabé en train de survoler toute la zone par laquelle l'armée, la force de la CEDEAO peut attaquer. Donc, ces gars sont prêts à... Donc, c'est la vieille dame. Oui, bon, je pense que dans la tête des deux parties, la guerre a déjà commencé. Hein. Parce que là, maintenant, quand même les chefs d'état-major des armées régulières là se réunissent, ils définissent leur stratégie, mais ils vous diront jamais le jour où ils vont frapper. Si c'est au sol, pas l'air ou pas d'autres moyens. Donc, tout le monde est en alerte maximale. Si vous rentrez dans l'armée, on va vous dire
qui a des niveaux, il y a un vocabulaire spécifique, ils vont te dire alerte rouge, on va dire 5 bon, tout ce que vous voulez, et qui actuellement ils doivent être à ce niveau-là. Et je réitère notre souhait qu'il n'y ait pas cette guerre-là. Je ne veux pas parler comme Laurent Gbagbo qui dit que ce serait la guerre la plus idiote. Non, il est ancien chef d'État, il sait de quoi il parle. Vous et moi, nous avons encore du chemin à faire. Mais franchement, moi, je veux avoir la possibilité sous peu de prendre la route de Niamey, d'y aller. Et vous voyez, avant d'y aller, regardez tout le bonheur que ça va faire. Je m'arrête à Boumé ou Boycon, où je vais prendre du Lio avec Afiti d'abord, et je remonte à Dassa. Les cousines de Ishola et puis de Fortuné, je les retrouve à Dassa là-bas, on prend des fromages. Je commence donc la saga de Diam Pilé et arrivé à Bantay, il croit que je ne vais pas prendre la route là, faire l'escale là. Je n'irai pas directement à Savès, je vais passer par Bantay d'abord et je vais à Savès. Lui, je vais exiger qu'il m'amène à Orgui pour que on reste là-bas, pas au bord du goudron. À Savès, tu ne profites pas de Savès quand tu restes trop au bord de la voie. Il faut rentrer dedans et tu vois la vie qui est encore naturelle. Hein, des gens qui conservent encore le naturel et tu vas là-bas. Bon, il suffit avant de commencer à te promener, de passer chez Sa Majesté. Hein, et si Kaby, si c'est que tu es dans le village, tu n'auras rien. Sinon après, au pays de Chola, il faut pas embêter même l'enfant qui circule. Donc, à Kaboua et partout. Et puis bon, voilà, on rentre dans Tchaourou. Et pour rentrer dans le Niger, c'est là où tu vas te rendre compte que c'est comme si tu es toujours dans le Bénin. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Il y a un Makenom là-bas. Oui, donc tu rentres là-bas. Bon, voilà. Makenom, tous les Nigériens connaissent aujourd'hui. Maman, oui, paix à son âme. Maman Kenom. Oui, Maman Kenom, au Niger, c'est elle qui a été la toute première personne à avoir, n'est-ce pas, amené du Gari sur le territoire nigérien, et donc elle est réputée pour ce commerce-là. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est important à savoir. Oui, il faut qu'on fasse les enquêtes pour savoir s'il y a telle est la raison pour laquelle nous n'avons pas intérêt. Les enfants, les filles de Maman Kenom, il faut qu'on retrouve les descendantes de Maman Kenom pour que on puisse s'investir tous dans l'import-export de Gari. Non, l'export de Gari vers Niamey et l'import d'oignon vers le Bénin. Donc, franchement, que la guerre n'ait pas lieu. Et que les partis se comprennent et que la CEDEAO continue de vivre, ait sa force, d'accord, se réorganise. Vous savez, la démocratie et ces organisations-là aussi, leur efficacité, c'est un apprentissage quotidien. Il y a des peuples qui se sont construits sur des siècles et des siècles pour être très forts, avec les institutions fortes. Et donc, il faut pas qu'on détruise non plus les institutions-là au détour de nos émotions. Non, il faut qu'on permette que... Parce que le président Patrice Talon, il va partir de la tête du Bénin. Tinubu va partir un jour de la tête du Nigeria. Ouattara va partir. Comment il s'appelle? Macky Sall, ils vont partir. Même Tiani partira. Très bien. Donc, en fait, les institutions vont rester et d'autres viennent. Il faut pas qu'on soit focus sur les personnes de ces chefs d'État en pensant que c'est eux qui sont contre les intérêts des peuples. C'est vrai. Nous appelons tout ça ce qu'on est une CEDEAO, plus une CEDEAO des peuples, hein, que des dirigeants. Parce que d'ailleurs, un bon dirigeant est avec le peuple. Il n'est pas au-dessus du peuple. Il n'est pas contre le peuple. Il n'est pas contre le peuple non plus. Donc, pourquoi pas discuter pour que déjà, entre la junte militaire et la CEDEAO, ce qui devrait être leur priorité selon moi, bon, vous m'excusez, hein, ce n'est même pas Bazoum. C'est d'abord quelles sont les garanties que ceux qui ont pris le pouvoir à Niamey donnent pour que, par rapport au dialogue, et qu'on réduise, qu'on diminue l'intensité des sanctions, les sanctions économiques. Vous voyez, les Nigériens, ils sont là aujourd'hui, les ressortissants qui sont là-bas n'arrivent plus à se soigner. Vous imaginez? Parce que il faut faire rentrer les médicaments. Ensuite, le manger, ça manque. Vous avez vu la vidéo qui a circulé des tas d'oignons non, je veux parler des tas d'igname ici du côté béninois qui gisent dans le marché d'igname et attendant qui va l'acheter. Voilà. Personne ne vient. Et ça, vous voyez les conséquences que ça. C'est vrai, le chef de l'État, il est institution, le Bénin est membre de la CEDEAO, il est obligé de prendre les décisions pour rester solidaire de la CEDEAO, mais il faut que, au même moment, tant que les putschistes peuvent laisser des brèches pour qu'on puisse discuter avec eux, qu'on discute et qu'il n'y ait pas la guerre. Les peuples nigériens et béninois sont les mêmes, ne veulent pas s'affronter et il faut que ça finisse vite pour que Ibrahim Traoré,
et puis Assimi Goïta aussi concentrent leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme là-bas. Parce que même aussi bombe trop le torse, et ayant eu le soutien de la Russie, voilà que le patron de Wagner est à 50% d'informations mortes. Bon, si il meurt, j'ai vu, vous savez, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Tout à l'heure, j'ai vu une photo de Assimi Goïta où on est allé chercher pendant que il n'avait pas la tête de président de la République, il avait l'air d'un soldat dépité. Et on dit, quand Assimi Goïta apprend la mort du patron de Wagner, bon, donc c'est la mine qui fait. Donc personne n'a intérêt. Personne n'a intérêt à ce que cette affaire-là continue. D'accord. Voilà. Nous allons quitter maintenant les murs et les terrains surchauffés du Niger pour revenir au pays, parler de ce qui nous intéresse. Je ne sais pas qui s'est amené dans ce studio aujourd'hui sans passer par la station ou le bord des voies. C'est salé, la nôtre, depuis quelque temps. Et franchement, il y a beaucoup de craintes. Avec votre histoire de carburant. Il y a beaucoup de craintes. Également, vous qui aimez si bien manger, j'ai appris que vous êtes déjà rempli le ventre de tonnes d'Atazi ce matin. Ce n'est pas sans le gaz. Le gaz aussi qui coûte énormément cher. On est passé la grande bouteille de 5200, je crois, à 7000 francs aujourd'hui. Ishola Djigui, je ne sais pas si vous avez été fouetté à ce feu-là ce matin. Non, j'ai suivi l'information comme vous aussi. Je l'ai appris par le biais des médias. Cette augmentation-là du prix du gaz, je pense que cela est symptomatique de la situation de l'inflation galopante qui prévaut depuis le démarrage de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est malheureusement, ou j'allais dire tout simplement hélas, c'est l'Afrique et en général le Bénin qui paye le plus fort de cette inflation, des conséquences de cette guerre. Donc tout prend, il y a une flambée de prix sur le terrain et chacun en profite, n'est-ce pas, pour se faire. Vous voulez dire que c'est la guerre au Niger qui a encore entraîné cette hausse du prix du gaz? Non, je ne parle pas de Niger. Non, je ne parle pas du Niger. Je parle de la guerre Russie-Ukraine. Donc, oui, c'est ça qui est à la base de toute la situation que nous vivons actuelle, qui est plus difficile à dire qu'à vivre. Hein. Donc, voilà, tout simplement, oui. Vincent Fortuné à Soba? Non. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Mon confrère me fait rire parce que il parle comme l'autre. Qui l'autre? L'autre qui a trouvé que si le maïs coûte cher au Bénin, c'est à cause de la guerre, ou bien, mais écoutez, je ne crois pas. Oui, le gaz n'est pas produit localement et jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ça soit le gaz venant de l'Ukraine qu'on utilise au Bénin. Je laisse en faux. Est-ce que vous avez fait vos enquêtes? Je dis bien. Est-ce que vous avez fait vos enquêtes? Permettez que moi-même là, j'ai dit, je crois bien. C'est pas évident qu'on vienne nous dire les voies autorisées. Moi, je dis que c'est faux, mais maintenant, j'attends que les voies autorisées, les plus autorisées, je crois. Julien Kitty, il m'attend impatiemment pour me répondre. Il me dira si le gaz vient vraiment de l'Ukraine. Est-ce qu'il est membre des commissions qui fixent ces choses-là? Vous savez que le représentant entre griffes de l'autre, ici, c'est dans le studio, ça a toujours été mon cher Léon Kitty. Vous le payez combien pour cette mission? Ah, c'est pour moi, il travaille. C'est vous qui trouvez qu'il travaille pour quelqu'un? Il travaille pour quelqu'un. Je crois que il nous dira tout à l'heure, mais je crois que il faut pas. Est-ce que c'est la guerre russo-ukrainienne qui fait que le maïs coûte cher au Bénin? Le maïs est passé de 200 à 300, 350 par endroit. J'ai dit le maïs. Partant de là. Le maïs, c'est ça? Le pétrole, l'essence au bord de la rue, ce qu'on nous appelons communément Bayo, ça vient de l'Ukraine aussi? Non, mais le vendeur... Ça vient du Nigeria. Mais le vendeur... ça vient de Nigeria. Maintenant, le gaz... Le vendeur d'essence achète des choses qui viennent de l'Ukraine. Comme ça, lui coûte cher... Si tant qu'il a la possibilité, et ça je suis très sérieux, seulement que scientifiquement, non, je vais vous donner raison, scientifiquement,
on ne peut pas établir le lien direct avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais j'ai toujours dit, la chaîne économique fonctionne sans rupture, quelles que soient toutes les théories que vous allez faire là-dessus. Vous voyez, imaginez que le gaz coûte cher. La vendeuse d'Atassi, comme il est en train de dire tout à l'heure, on trouvera que... Ce que vous avez mangé tout à l'heure. Bon, vous ne m'avez pas vu manger. Quand on trouvera que Vous ne demandez pas non plus. celui qui a l'habitude de manger son Atassi là, ou de faire manger 5 enfants, à raison de 200 francs d'Atassi par enfant, il va toujours dépenser les 1000 francs pour acheter pour ses enfants, mais les enfants vont se rendre compte que le Atassi de 200 francs a diminué de quantité, de dose, et ils vont dire, nous ne sommes pas rassasiés. Et si le père là veut faire rassasier ses enfants, il sera probablement amené à utiliser, au lieu de 1000 francs, peut-être 1500 ou 2000 francs. Du coup, si ce père là fait un travail où les choses ne sont pas fixées d'avance, où c'est lui-même qui doit fixer l'argent, il aura tendance à augmenter cet argent. Bon, on n'est pas aussi, il faut reconnaître que nous sommes dans un pays sous-développé où on n'est pas dans un système où tout est réglé, où il y a que des supermarchés où tu ne discutes avec personne. Tu viens, les prix sont fixés là, tu les achètes. Ici, on discute le prix. Quand vous voyez quelqu'un au bord de la voie, vous discutez tout avec lui. Et donc, si le gaz coûte cher, ça peut agir. C'est comme la sempiternelle question du poids du pain avec tout. Le pain, celui qui, pendant longtemps, on mangeait le pain en pensant que, comme on voit les gens fabriquer ça ici, on se dit mais que c'est vous-même qui fabriquez pour nous ici. Alors que on s'est rendu compte que le blé qu'on utilisait, la farine de blé, venait de l'Ukraine et d'autres pays si loin de nous. Ça fait qu'on n'a jamais réfléchi à produire suffisamment, pourquoi pas, du pain à base du manioc et si d'autres tubercules qui existent. Même à base de maïs. Bon, voilà. Et alors que maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces guerres-là ou ces effets que ça a puissent nous permettre, tout en évitant que des gouvernants de certains pays en abusent en disant si on n'a pas trouvé d'eau aujourd'hui, c'est Ukraine. Si on n'a pas trouvé maïs, c'est Ukraine. Si on n'a pas trouvé quelque chose, c'est Ukraine. Non, on ne dit pas ça. Mais il faut nuancer, il faut te dire, dans l'économie de base, il y a un lien. Dès qu'il y a un seul produit qui rentre dans la chaîne de production de ce qui est vendu même localement, c'est clair que le prix va augmenter. Oui, je suis entièrement d'accord, mais vous avez déjà nuancé, je ne vais plus aller contre ce que vous avez dit s'agissant de ce qu'on ne doit pas exagérer, mais je voudrais qu'on constate quand même que le gouvernement béninois ne doit pas rester passif et passer du prix du gaz. On est parti de 5200 à 7000. Ça fait 8000, ça fait 1800 francs de près de 20% ou 25% d'augmentation. C'est énorme. Je crois que, mais le salaire du fonctionnaire, c'est combien? Pour passer du simple pratiquement à près de double, c'est pas possible. On a augmenté le SMIC. Ah bon, vous avez augmenté le SMIC. C'est pas nous, c'est pas moi. Je ne fais que parler d'un fait, de quelque chose qui est factuel. C'est un fait que tout le monde a constaté ici, c'est perceptible et tout le monde l'a appris. Y compris vous-même, vous l'avez appris, on a augmenté le SMIC. Moi, je n'ai pas constaté. Donc, Arrêtez pas ça. constaté qu'on a augmenté le SMIC. Non, je suis passé. désolé parce que la vie commence par... On a augmenté le SMIC. Maintenant, et c'est pour ça. 52 000, je crois, maintenant. Donc, c'est maintenant. Non, Pour... quand on dit le SMIC, ça ne veut pas dire que tout le monde gagne le SMIC. C'est-à-dire que la base, c'est ça. Il faut saluer ça. Seulement, Principal de l'État. je vais vous laisser parler tout à l'heure. C'est peut-être, si c'est sur ce plan-là que vous allez, on peut être d'accord. Il y a ce qu'on appelle le contrôle et la régulation des prix et du fonctionnement des fluctuations sur le marché. Parce qu'il y a une tendance vicieuse dans le comportement des commerçants. Le seul fait qu'on dise qu'on a augmenté le SMIC, où on a revalorisé le salaire des enseignants, vous avez des produits qui sont là, que les gens n'ont même pas acheté cher, et ça flamme. C'est bien que celui qui gagnait peut-être 300 000 francs, et qui se retrouve à 325 000 francs,
Mais parce qu'il a eu 25 000 francs dessus, ce qu'il achetait à 10 000 francs, on lui dit désormais c'est 15 000. Du coup, il a même envie qu'on ne lui augmente même pas les 25 000 là pour communiquer autour. Maintenant, il faut que les services du ministère du Commerce fonctionnent véritablement pour que les commerçants véreux ne puissent pas avoir de marge de manœuvre. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, ma question à vous tous, et là, ce sera la dernière prise de parole. Mais que peut faire l'État pour diminuer ou dorer la pilule aux populations? Est-ce qu'on doit forcément faire subir la charge de ces augmentations-là aux populations? Est-ce que l'État ne peut pas trouver un mécanisme pour endiguer, pour empêcher l'augmentation ou je ne sais pas ce qui doit être fait, parce que c'est comme si, on fait subir le choc de manière frontale aux populations. Julien Kitty. Non, je pense que l'État, la responsabilité est partagée. L'État a un rôle régalien à jouer et a des structures à son dispositif qui est là, qu'on doit interroger, qu'on doit auditer pour savoir si c'est opérationnel. D'accord? On n'est plus à une époque où on peut attendre les fins d'année pour envoyer des équipes constituées d'un nombre infime de personnes pour venir dire, dans les marchés, donner, on va voir les dates de péremption. Alors qu'aujourd'hui, on est déjà, avec le numérique, on est déjà arrivé à une étape pour changer les dates de péremption là, ou pour refaire les étiquettes et tout là, c'est très facile. Pour refaire même l'emballage et tout, c'est très facile. La technologie a évolué aujourd'hui. Donc les gens peuvent consommer du faux, ils peuvent consommer de l'inutilement cher et ils vont pas s'en sortir. Donc que l'État utilise les moyens adaptés aussi. Aujourd'hui, les ventes en ligne qu'on fait, aujourd'hui pour vendre là, le temps que le ministère du Commerce fasse des descentes et tout, vous n'avez plus besoin d'aller dans un marché aujourd'hui. Les gens vous vendent les trucs sur les réseaux sociaux et vous achetez et on vous livre en même temps. Donc, c'est vite fait. Avec tous les risques qui y sont liés. Très bien. Donc, l'État doit jouer son rôle. Et quand l'État attrape, met la main sur ces personnes-là, il peut se punir. Deuxième chose. Vous n'avez plus beaucoup de temps, donc je dois passer à M. Vincent Fortuné à Soba. Allez-y. Merci. Je crois que je ne voudrais pas partager la responsabilité à l'État et à la population. Si c'était le cas, c'est la responsabilité de l'État. L'État qui joue un rôle régalien doit pouvoir contrôler les prix sur les marchés. Mais je reviens sur le cas du gaz. Le gaz, on ne peut pas parler de commerçants véreux. Mais les autres produits à grande consommation, d'accord. Mais le gaz, c'est sous le contrôle de l'État. C'est l'État qui régule le prix de tout ce qui est produit pétrolier. Mais on comprend mal qu'on passe comme ça. Cela voudra dire que l'État ne subventionne plus ces genres de produits pour faciliter la consommation aux populations. Puisque par le passé, on voit l'État qui, des fois, baisse les prix en fonction de l'évolution du coût du prix à l'international. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas connaissance que l'État ait véritablement procédé à une baisse depuis un certain nombre d'années. Je vois que ça ne fait que grimper et ça n'a jamais passé au plus bas. Là, il y a un problème. Le carburant qui était à 650 à la pompe est passé à 680. Et le gaz qui passe pratiquement au double. C'est l'État. Ce n'est pas les commerçants véreux. C'est l'État qui est là et c'est l'État qui doit dire, écoutez, il faut alléger la peine à la population. Mais l'État, je crois que il est resté passif. Il va falloir que le gouvernement soulage les populations et diminue le prix de ces genres de produits. Ishola Djiki, l'honneur vous revient de conclure cette émission. Je vous remercie. Je voudrais rebondir rapidement sur les prix des denrées de première nécessité. À ce niveau-là, moi, je constate qu'il y a une espèce de mégotage qui se fait sur le dos de la population et de la grande masse
qui souffrent depuis que cette histoire a commencé. Et à ce niveau, moi, je suis un peu chagriné par cette situation. Et donc, je constate qu'il y a comme une malhonnêteté de nos commerçants, comme l'a dit tout à l'heure, les commerçants véreux qui sont sur le terrain, qui font de la spéculation, comme bon leur semble. Et l'État est là, passif. Et à ce niveau-là, moi, je voudrais inviter, exhorter l'État, parce qu'il est absent, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. L'État est absent sur le terrain. Il va falloir qu'il reprenne, n'est-ce pas, reprenne ses responsabilités pour réguler. Moi, je parle de la régulation des prix sur le marché. Quand bien même, il s'agit des prix des produits qui viennent des champs de Tchoumi, de Wegbo et d'ailleurs. À ce niveau-là, il faut réguler aussi parce que c'est faisable. C'est bien faisable. Ailleurs, ça se fait. Ça se fait. Mais ici, moi, je vois mal les nôtres vouloir surtout aligner les prix des produits de première nécessité, les produits que nous produisons, les produits locaux que nous produisons ici sur les prix des produits qui viennent de l'extérieur. Il y a un problème. Qui parmi vous a encore acheté de l'arachide 25 francs à Cotonou? Je n'en ai pas acheté ces derniers jours, mais je sais que là aussi il y a un problème parce que le prix ça augmente et puis la quantité diminue aussi. C'est à peine 10 graines d'arachide. Oui, il y a un problème à ce niveau, donc il va falloir que les structures du ministère habilitées, du ministère du commerce, descendent sur le terrain. Tout à l'heure, le Atassi que Gilles Kitty a mangé a rempli tout un bol, c'est beaucoup, ça, et il n'a payé que 200 francs, c'était beaucoup. Sacré, mais infortuné à ce bois. Merci à vous, chers confrères, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Point 7 à vendredi prochain. Le Point 7. Le Point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.